une représentation proportionnée en termes de circonscription électorale, mais en même temps que nous pensions avoir des résultats électoraux fiables. Donc, pour ça, nous avons pensé que pour avoir un fichier électoral fiable et crédible, il y avait nécessité d'avoir un recensement qui mettrait sur pied, qui devait pourvoir en fait au pays un fichier d'état civil duquel devra être tiré le fichier électoral ou le corps électoral pour les prochaines élections. Et donc, pour nous, organiser un atelier sur le recensement général de la population congolaise signifie que là, nous sommes déjà en plein processus de la réforme électorale. Une première grande réforme qui répond à un défi majeur que celui du fichier électoral. Et nous allons donc, en organisant cet atelier, formuler des recommandations importantes que nous allons déposer au ministère de l'Intérieur avec un plaidoyer qui va en fait s'en suivre, de manière à ce que le ministère sache quel type de recensement il devra organiser et pour combien de temps, de telle sorte que le fichier électoral prochain ne souffre pas en fait de toutes les limites en termes de l'implication encore de la composition du corps électoral, étant donné que très souvent, la révision du fichier électoral pourvoit à un fichier électoral qui soit disproportionné quant à la taille démographique du pays. Nous voudrions bien que cette fois-ci, le fichier électoral puisse être tiré du fichier d'état civil afin que les gens puissent en faire confiance de telle sorte qu'on ait en fait un corps électoral crédible et fiable. C'est tout à fait important que de faire cela. Et nous pensons que si nous devons attendre longtemps pour résoudre cette question, ça n'ira pas, étant donné que nous n'avons plus que 2 ans, en tout cas, ou 3 ans qui nous séparent des élections. Donc il est important que le plaidoyer soit fait auprès du ministère de l'Intérieur et du gouvernement en général, qui déjà est rentré dans le processus de la réponse en fait au défi lancé par le chef de l'État lors de son discours d'investiture pour que en fait, ce recensement tienne au temps, tienne aux moyens, parce qu'il risquerait de se poser un problème financier, étant donné qu'il est important que l'identification de la population rentre parmi les questions de la souveraineté du pays. Et donc, l'État doit penser à mobiliser les moyens pour que ceci soit effectif. Monsieur Gérard, vous lancez cet atelier au moment où plusieurs organisations appellent la démarche pour barrer la route à l'entérinement de Ronsard Malone de la tête de la CENI. J'ai des petites questions à vous poser. Quelle est la position de l'État par rapport à ces actions des RI initiées? Et la deuxième question est celle de savoir, parlant de la réforme de la CENI, entre l'identification de la population et la réforme structurelle de la CENI, vous donnez la priorité à quelle action? Ok. Pour la première question, il est important de noter que l'AETA est une institution technique. C'est une institution constituée d'experts électoraux. Ce n'est pas une institution d'abord d'activistes. Ce n'est pas une institution d'abord réactionnaire. Avant que l'AETA ne se lance dans des actions, elle analyse rationnellement, scientifiquement, objectivement la question. Et l'État a mission, prérogative et compétence, en fait, obligation d'éclairer la lanterne des différents acteurs pour leur permettre de s'engager à des actions qui soient rationnelles et raisonnables. Nous savons que, en réalité, pour un processus électoral réussi qui pourrait consolider la démocratie, la question de l'intégrité reste cruciale et capitale. Bien sûr qu'il faut agir, mais il est important de dépersonnaliser les actions. Il est important de rendre des actions objectives et pas de les rendre subjectives. L'État a donné sa position quant à la question de la réforme en lien avec la restructuration, encore le changement des animateurs de la CENI. Nous pensons que la réforme électorale est une question technico-opérationnelle, alors que en fait, le changement des animateurs ici est une exigence légale. Les deux ne sont pas antinomiques ni dualistes. Ce sont deux exigences qui peuvent aller ensemble. Ça signifie quoi? Si la loi exige qu'on puisse changer des animateurs, et pour autant que nous pensons qu'il faut ne pas violer la loi, il faut répondre à la loi, je crois qu'il est important de décider des mécanismes pour que ceci soit fait de façon en fait efficace et de façon crédible et transparente. Alors que lorsqu'on parle de la réforme par rapport
en mettant cela, en concurrençant cela, en mettant cela en concurrence du changement des animateurs, nous disons que les réformes démarrent quelque part, mais on ne sait pas quand elles se terminent. Les réformes commencent bien sûr en période post-électorale, mais elles peuvent continuer même en période électorale. Je peux vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappellerez que la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs avait été modifiée à quelques mois de l'organisation des élections? Ce n'est pas là une réforme. Je crois que les réformes commencent quelque part, mais elles ne peuvent pas suspendre ou encore surseoir l'application de la loi si elle s'impose à un certain moment. Il y a bien des raisons peut-être qui pousseraient qu'on puisse changer des animateurs. Il est important que l'on puisse lancer le débat autour de cette question que d'aller dans des agitations et des contestations qui créeraient de l'instabilité du pays. Merci. Merci. Mais le CG ne peut pas venir cautionner une marche. Le CG vous a dit qu'il apporte un argumentaire technique et scientifique pour orienter les esprits. Oui, même quand on est en face des réactionnaires. Même quand on est en face des gens qui ne changeraient leur position que par... Dépersonnaliser la réflexion et le débat. Et il faut tenir à l'intégrité du processus électoral. C'est nécessaire qu'on parle.